toutes et à tous pour cette 007e émission avec ce soir un liveur qui sera fan de James Bond jusqu'à sa mort, Guy Eloi. Salut Guy. Oui. Un liveur qui depuis le déconfinement s'est remis à la restauration de la mémoire de Roger Moore, José Mora. Un liveur qui voit rouge quand on lui dit du bien de Timothy, car il n'est pas du tout daltonien, Dominique Kiefer. Salut. Et enfin, il s'y attend un petit peu. Un liveur qui nous a fait passer un moment dans la peau de Gilbert Montagnier lors de l'émission de la semaine dernière, Damien Nassiri. Salut Damien. Bonsoir les gars, comment ça va? Ça va bien. Damien, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi on a eu que le son et pas l'image? Raconte-nous tout. En le courant. Je sais pas, moi. Vous croyez que j'ai un BTS en informatique j'en sais rien. Problème technique, rien de ça. Il faut que tu passes un BTS pour savoir déboucher la rondelle de ta caméra. Ouais, mais d'habitude, c'est pas ma caméra dont je m'occupe, donc excusez-moi les gars. Non, mais oui, en fait, je suis désolé. Il paraît qu'il y a un cache sur les webcams. Et, moi, toute la soirée de la semaine dernière, en plus, super émission avec Marie-France, que je remercie encore d'être venue, parce que c'est génial. Mais ouais, j'étais déçu. Et après coup, j'ai appris qu'il y avait un cache sur les webcams. Donc, ouais, je passe une semaine avec tout le monde. Pour se rattraper, Damien, il essaye de passer pour un vrai fan avec tout son attirail bondien là derrière. Mais je pense qu'il s'agit d'un fond vert et qu'il n'a absolument rien de James Bond chez lui. Ah oui, c'est une surimpression, ouais, effectivement. C'est vrai, José m'a expliqué comment faire, mais vous remarquez qu'il n'y a rien sur Casino Royale 67. Donc tout va bien, je reste un faux fan. En parlant de Casino Royale, mea culpa, j'ai fait une petite erreur la semaine dernière sur la présentation de Guy. J'ai dit Casino Royale 1967 pour la torture d'orteil de Jimmy Bond. Effectivement, c'est pas 1967, mais 1954, si je ne dis pas. C'est ça. Oh là là, l'erreur. Tu approuves, tu déteins sur lui. Il devient aussi un faux fan. Mathieu, il reste de la place dans le club des faux fans. D'ailleurs, nous en avons un nouveau sur la page cette semaine. Ouais. Ah bon, qui ça? D'ailleurs, oui, mais c'est le fait de ne pas voir Damien, de ne pas voir son visage qui m'a déstabilisé sur la date. J'avais le choix dans la date, c'est très connu. On va passer tout de suite à une chronique qui a fait son apparition la semaine dernière. Et à Marseille, il est du Sud, mais à Marseille, vous avez le professeur Raoult. Nous, sur Planète 007, on a le professeur Dominique Kiefer qui va nous faire une analyse psychologique des méchants bondiens. À toi, Dominique. Alors, rebonsoir à tout le monde. Je tiens à préciser avant de commencer cette chronique que je ne fais pas d'exercice illégal de la médecine. Je vais utiliser ma modeste expérience de 17 ans à travailler en psychiatrie pour essayer de faire partager mes quelques modestes connaissances cliniques pour analyser les grands méchants de la saga. Donc, je vais essayer un petit peu de vulgariser le truc pour ceux qui connaissent pas. Il y a peut-être des soignants parmi les membres qui nous écoutent. Attention, ce que je vais dire, tout ça n'est pas la vérité, tout ça n'est que mon analyse. On va essayer de faire ça de manière interactive et j'espère que cette chronique va vous intéresser. Il faudra nous le faire savoir par les retours. Donc voilà, je vais commencer. J'ai décidé cette semaine d'analyser Zorin. Donc Max Zorin. D'ailleurs, j'ai les lunettes. Comment? J'ai les lunettes de Zorin. Tu lui as piqué les siennes là apparemment, oui, effectivement. Donc comment peut-on qualifier Zorin, l'un des méchants les plus appréciés de la saga, l'un des premiers à ne pas être sorti de l'imagination de Fleming, et pourtant il aurait pu l'être tant il s'insère parfaitement dans cette galerie de vilains pas beaux, en tenant nettement le haut du panier. Il est d'ailleurs en compétition cette semaine. N'oubliez pas de voter sur le groupe Planète dans un tournoi pour conserver le titre du meilleur antagoniste. Il l'avait gagné l'année dernière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Zorin en premier, parce que c'était le plus taré. Si j'ai choisi Zorin donc, pour cette première approche clinique, c'est que la magistrale prestation de Chris Walken en fait l'ennemi de Bond le plus fou en apparence.
celui qui semble le plus déjanté et déconnecté de la réalité, celui dont le supposé trouble mental représente la plus grande menace pour Bond. Alors, Zorin, psychopathe, névropathe, psychotique, schizophrène, paranoïaque. Alors déjà, il est intéressant de noter que la sémantique du film n'est pas très aidante pour celui qui voudrait approfondir la question, et encore moins si on se complique la vie avec la version française. Je m'explique. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les mecs, si vous avez des questions entre-temps. Je m'explique. En version originale, donc en version anglaise, Chuck Lee de la CIA affirme que les enfants nés des expériences de Mortner, dont Zorin, étaient tous des psychotiques. Fort de cette information, Bond, pour provoquer Zorin, lors d'une scène à l'hôtel de ville de San Francisco, dit à Stacy qu'elle perd son temps en répondant à Zorin car c'est un psychopathe. Alors, quelle est la différence entre un psychotique et un psychopathe? Eh bien, je te remercie de poser la question, Damien. Ouais. Malgré la sonorité très proche des deux termes et leur étymologie commune, il s'agit là de deux choses absolument différentes. Si Zorin est un psychotique, comme l'affirme Chuck Lee, cela rentre dans le cadre de la pathologie mentale. Les psychotiques souffrant, comme leur nom l'indique, d'une psychose, une maladie caractérisée par la perte de contact avec la réalité et les délires de persécution. Et c'est pas la perte de l'odorat, c'est pas la perte du goût et de l'odorat, hein, c'est juste une perte de la réalité. Non, on parle vraiment du contact avec la réalité. Il peut y avoir des hallucinations en rapport avec les cinq sens, mais on y reviendra peut-être une autre fois. La psychose regroupe plusieurs maladies mentales, les différentes schizophrénies, la paranoïa, les psychoses hallucinatoires chroniques, les paraphrénies, les héboïdophrénies. Attention, tous ces termes vont peut-être vous paraître savants, je les vulgariserai au fur et à mesure pour vous. Les plus connus sont la schizophrénie, nettement plus marquée par des hallucinations auditives. On dit que le patient entend des voix et différents symptômes accompagnant la scission avec la réalité. Le repli sur soi, d'intenses délires de persécution, aussi divers que variés. Jeanne d'Arc était un petit peu dans ce programme-là déjà depuis. Alors, Jeanne d'Arc, c'est un mystère historique, Mathieu. Aujourd'hui, les psychiatres te diraient qu'elle était probablement schizophrène, mais qu'elle avait suffisamment de talent pour mener une armée quand même. Le fait est que cette dame entendait des voix et qu'il y a peu de chances que, si Dieu existe, il ait pris plus parti pour les Français que les Anglais. Mais oui, Jeanne d'Arc était peut-être probablement une schizophrène. Dominique, en termes d'hallucination, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut considérer que Guy fait partie de cette catégorie, d'autant qu'il croit excuse-moi Damien, je t'ai mal entendu. Je crois que Guy fait partie de cette catégorie-là parce que je crois qu'il considère Casino Royale 54 comme 67 comme un James Bond. Est-ce qu'on peut le mettre dans cette catégorie? Malgré la déformation professionnelle qui est la mienne, je n'ai mis aucun d'entre vous dans des cases. Presque aucun d'entre vous. D'accord. Merci. Toi, t'es juste un faux fan. Ça viendra, on aura d'autres choses. Guy paraît souffrant. C'est vrai que quand même, on est d'accord. Très souffrant, surtout quand on parle de la mort de Bond, on pourra le diagnostiquer. Guy, c'est le seul sujet sur lequel nous sommes entièrement d'accord. Voilà. Mais c'est pas un James Bond. Je reviens sur ce que je disais sur la schizophrénie. Donc, les délires de persécution intenses, aussi divers que variés, allant du complot extraterrestre à l'intime conviction d'être le Messie ou Dieu. Donc, contrairement au folklore généré par Mr. Jekyll et Mr. Hyde, la schizophrénie, messieurs, ça n'est absolument pas un dédoublement de la personnalité. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on entend tout le temps dans les médias. Ça n'a rien à voir. La paranoïa, qui nous le verrons, regroupe, à mon avis, bon nombre de méchants bondiens. Je t'interromps. Zorin, nulle part, on peut voir qu'il est schizophrène. Absolument, Guy, tu as raison. Voilà. Zorin, pour moi, n'est pas un schizophrène. Voilà. J'ai commencé en fait à parler de la schizophrénie parce que c'est la psychose la plus connue. Or, comme Zorin est à un moment donné du film qualifié de psychotique, j'élimine d'emblée la schizophrénie pour Zorin. Par contre, j'élimine pas la paranoïa, qui est une psychose, qui, nous le verrons, regroupe à mon avis bon nombre de méchants bondiens et plus connotés par des délires construits de persécution généralement plus crédibles pour l'entourage, car faisant moins appel à des éléments fantastiques. Le paranoïaque est souvent mégalomane, persuadé de sa toute-puissance et se sent spolié et non spoilé, attention, spolié par un ou des persécuteurs désignés.
son patron, sa femme qu'il a abandonnée ou l'humanité entière. De grands personnages de l'histoire étaient de probables paranoïaques. Napoléon, Staline, Hitler, la dynastie des dirigeants nord-coréens. Le parano, au contraire du schizophrène, peut mener son existence sans être repéré comme malade et même accéder à de hautes fonctions. Donc là, ça pourrait cadrer. Ce sont que des gens très sympathiques, en plus. Voilà. Je reviens sur l'autre hypothèse concernant Zorin, donc formulée, elle, par Bond. Zorin serait un psychopathe. Alors, voilà la différence entre psychotique et psychopathe. La psychopathie n'est pas une maladie mentale, mais ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. C'est-à-dire qu'elle est inhérente au caractère de la personne et n'affecte pas son libre arbitre. Un individu égocentré, n'éprouvant pas ou peu d'empathie, qui autrui est un moyen comme un autre de parvenir à ses fins. Il est la plupart du temps violent, s'inscrit dans des conduites et un parcours marginaux, avec bien souvent des consommations de toxiques et également caractérisé par une grande intolérance à la frustration. Le non lui est insupportable et les limites sont faites pour ne pas être respectées. Le psychopathe sait très bien ce qu'il fait, il répond de ses actes devant un tribunal, contrairement au psychotique délirant. Il vit avec avidité dans l'instant et souhaite à tout prix prendre ce qu'il désire, quitte à le détruire. La plupart des grands criminels et tueurs en série sont des psychopathes, comme Guy Georges ou Michel Fourniret, mais tous les psychopathes ne deviennent pas de grands assassins. Parfois, ils demeurent de petites frappes multipliant les délits. Un exemple de psychopathe médiatique, c'est Sami Nasseri. Donc, je ne sais pas si déjà j'ai commencé à vous éclairer un peu la différence entre psychopathe et psychotique. Non, les psychotiques sont des malades mentaux, les psychopathes, c'est un trait de caractère, en fait, pour vous vulgariser le truc. Ils sont des personnes qui sont asociales. Les psychopathes, complètement. Ce sont des personnes qui sont sociopathes. On peut le dire. Patrice, qui n'est pas là, peut rentrer dans cette catégorie. Par moment, suivant à qui il a affaire. Par moment. Mais moi aussi, suivant à qui j'ai affaire. Si tu me fais écouter certaines musiques, je peux te dire que je ne citerai aucun artiste pour ne pas froisser Christophe Maé, mais voilà, je peux très rapidement devenir un psychopathe aussi. Avant de déterminer de Céline Dion, tout va bien. Céline Dion, j'ai rien contre, ça va, elle me transporte pas d'émotion. Mais avant de déterminer si Zorin est psychopathe ou psychotique, je ferai un encart sur la version française où Zorin est qualifié de névropathe. C'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, sinon littéralement malade des nerfs. Ce qui est bien vague et se rapporte plutôt à la névrose, structure de personnalité qui concerne les gens qui ne sont pas psychotiques. Donc, je l'espère, la plupart des gens qui nous écoutent, et je l'espère vous et moi, parce que si vous n'êtes pas névrosés, messieurs, vous êtes psychotiques, et c'est bien emmerdant. Ou alors, état limite, mais on en reparlera une autre fois. Alors, Zorin, patte ou tic? On va faire l'inventaire de ce qui nous mène dans une hypothèse ou l'autre. Intéressons-nous d'abord à l'hypothèse de Chuck Lee, selon laquelle il serait psychotique, donc atteint d'une maladie mentale. Soyons clairs, si Zorin est psychotique, ce n'est pas un schizophrène comme aucun des méchants de la saga d'ailleurs. Les schizophrènes sont si envahis par leurs symptômes qu'ils ne parviennent jamais à un aussi bon niveau social ou extrêmement rarement. S'il est psychotique, il est paranoïaque. Alors, quels éléments en faveur de la psychose chez Zorin? On peut d'abord citer le rire fou et inadapté du personnage tout au long du film, marquant un rapport perturbé à la réalité. Zorin rit quand on le traite d'expérience biologique. Zorin rit comme un enfant qui s'amuse lorsqu'il balade Bond au bout du filin de son dirigeable, alors même que le plan de sa vie vient d'échouer, et tente même de communiquer sa bonne humeur en se tournant vers ses complices. Et Zorin va même jusqu'à rire lorsqu'il réalise qu'il va chuter et mourir. Cette discordance affective, comme on peut la qualifier, se retrouve dans la psychose. Donc ça cadre avec la folie, avec la psychose. N'hésitez pas à m'interrompre, je vous le dis. Max, ça me fait penser, ça me rappelle la scène de quand tu dis qu'il rigole, quand cette scène emblématique, quand Zorin fait Max, non. Si tu avais suivi le scénario qu'on a rédigé avec Dominique, tu saurais que cette scène-là vient juste de passer à l'écran. Voilà, on était en train de l'évoquer, figure-toi. Voilà. J'ai fait le doublage en différé, voilà. Mais tu as aussi la scène... Voilà, oui, c'est peut-être tombé au moment précis où on voit Mortner. Exactement. Tu as aussi la scène... tu as aussi, je dis, la scène quand il est avec James Bond et qu'il se rend compte que James Bond est un agent 00. Il a aussi un rire un petit peu comme s'il jouit, quoi. Absolument. Il est devant quelqu'un qui est dangereux et ça lui fait plaisir, quoi. Absolument. Et c'est là où on voit le décalage entre ses émotions et la réalité. Dans le même registre, ses réactions paraissent souvent inadaptées à la situation présente, comme lorsqu'il invite son amante à coucher avec son ennemi,
devant le fait accompli sans que la chose eût été préparée ou pensée, avec la même désinvolture que si elle dansait avec un autre homme. Instable sur le plan de l'humeur, il passe facilement d'une émotion à une autre, du rire à la fureur, et ses colères sont terribles, faisant de lui une vraie machine à tuer que rien n'arrête. Après avoir, face au revirement de situation, il entre dans une rage meurtrière lors du combat sur le Golden Gate, au mépris de tout danger, semblant oublier où il se trouve et les risques du combat. Les ambitions de Zorin rentrent aussi dans le cadre de la psychose. Comme la plupart des méchants de la saga, Zorin joue à Dieu. En orchestrant la mort de millions de personnes, il est mégalomane, a soif de pouvoir et de monopole, en l'occurrence celui des microprocesseurs, quitte à déclencher la plus grande catastrophe soi-disant naturelle de l'histoire. Comme les grands personnages paranoïaques de l'histoire que j'ai cités tout à l'heure, il cherche à modifier le cours de l'histoire en sa faveur. Pas de spoiler, Dominique, excuse-moi, tu dis que Zorin meurt. Il y a Emmanuel Michler qui dit que pas de spoiler. Tu fais bien de nous le dire, Emmanuel. Donc, Alors, tu mets le petit triangle avant. Donc, Zorin se pense génial et aime se donner en spectacle, soumettant à l'appréciation des autres sa supposée intelligence supérieure. Dis-moi, Dominique, je te coupe. Dis-moi, Dominique, excuse-moi, je te pose une question. Je t'écoute. Tout le monde se rend compte que Zorin, tous ceux qui aiment le film, on sait qu'il est hyper intelligent. Est-ce que c'est un trait de caractère des gens qui sont psychopathes ou psychotiques est-ce qu'on peut reconnaître ça sur les gens supérieurs à la moyenne? Non, l'exemple de moi. En fait, tu as des psychopathes très bêtes, tu as des psychopathes intelligents, et c'est pareil pour les malades mentaux, pour les psychotiques, parce que là, on est toujours en train de parler des psychotiques. Tu en as des sympathiques, tu en as des antipathiques, tu en as des violents, tu en as qui sont doux comme des agneaux, tu en as qui sont stupides, tu en as qui ont une intelligence moyenne, et tu en as des très intelligents. Donc ça n'entre pas effectivement en ligne de compte, mais tu fais bien de poser la question, Damien. Donc Zorin se pense génial et aime se donner en spectacle, je le disais, donc la fameuse réplique, l'intuitif qui improvise dans l'action, forcément génial, dit-il après avoir abattu Ao sur le ton de la conversation, espérant que Bond va témoigner son admiration. Pour résumer, c'est bien ce décalage émotionnel chez le personnage qui me ferait penser à une psychose et donc à une pathologie marquant une certaine perte de contact avec la réalité qui l'entoure. Penchons-nous maintenant vers la deuxième hypothèse, celle formulée par Bond, la psychopathie, donc un trouble de la personnalité et non une maladie, marquée par l'absence d'empathie et le plaisir à mettre l'autre en défaut, voire à le faire souffrir. D'abord, lorsqu'il s'agit de tuer, au contraire de beaucoup d'autres grands méchants, Zorin aime mettre la main à la pâte lui-même, par choix et même par pur divertissement. Bien sûr, la scène du massacre de la mine en est un flagrant exemple. Il se comporte comme dans un jeu vidéo, manifestant une véritable jouissance à tuer. Mais il y en a d'autres. Zorin, qui accompagne lui-même Mayday pour assassiner ce brave aubergine, c'est lui encore qui tue Ao d'une balle en plein cœur. Il est toujours d'une grande promptitude à imaginer une mise à mort originale, que ce soit précipiter Bond inconscient dans un lac alors qu'il est enfermé dans une voiture, jeter un agent russe saboteur dans une hélice, incendier un ascenseur avec ses 2 occupants. Il aime tuer, cela se voit. Lorsqu'il se saisit de la hache dans la scène finale, on voit qu'il a envie de faire mal, de la manière la plus brutale qui soit et de ses propres mains. Ce plaisir à voir souffrir les autres est la marque des grands psychopathes. Là où le psychotique, lui, serait plutôt indifférent, agissant uniquement parce qu'il croit être une nécessité. Comme Stromberg, qui croyant œuvrer pour le bien de l'humanité en déclenchant 2 explosions atomiques sur 2 grandes villes. Stromberg, que je caserai dans les paranoïaques, nous le verrons peut-être à une autre émission. Comme je le disais tout à l'heure, le psychopathe n'éprouve de sentiments que pour lui-même. Il est utilitariste. On voit que c'est le cas pour Zorin qui utilise et jette ceux qu'il estime ne plus lui être utiles, comme son amante abandonnée à son sort, malgré la fidélité et l'efficacité de cette dernière, ou les ouvriers de la mine. Son absence d'émotion vis-à-vis de ses personnes les plus proches est totale, à l'exception, et c'est ce qui va franchement me faire pencher dans le sens du qualificatif de psychopathe, de la figure paternelle. Le psychopathe est symboliquement en recherche du père pour lui mettre des limites. Et la seule personne envers qui Zorin manifeste un véritable attachement, vous l'avez compris, c'est... Lui-même. Non. Ou monsieur Non, ou le docteur Mortner. Exactement, la figure paternelle de Zorin. Donc, au final, je dirais que Zorin est plutôt psychopathe. Donc, c'est pas un malade mental, mais c'est bien un trouble de la personnalité. Malgré sa dissociation et son côté allumé, il n'est pas clairement délirant. Et pourtant,
et là c'est mon hypothèse finale, on touche à la fin de cette chronique, messieurs, je vais formuler cette hypothèse finale. Zorin serait en réalité un éboïdophrène. Quezako, allez-vous me dire, c'est une forme de schizophrénie, et oui, au début je vous avais dit qu'il n'était pas schizophrène. Extrêmement rare, où les éléments délirants sont assez bien cachés, camouflés par un tableau clinique de psychopathe, en premier lieu. Conduite violente marginale, passage à l'acte, mais cachant toutefois une perte de contact avec la réalité sous-jacente. C'est un type de malade extrêmement rare. En France, on en a un exemple avec l'affaire du gendarme Lamar, qui fut ainsi diagnostiqué après qu'on ait découvert qu'il était l'assassin de sa propre brigade traquée. Donc, pour résumer, l'éboïdophrène est un peu psychopathe en apparence, très psychotique en dessous, et c'est ce qui me semble définir Zorin, dans la jouissance et la cruauté apparente, avec en même temps un comportement erratique et des motivations folles. C'est probablement le seul méchant pour lequel j'utiliserai ce terme savant. Les autres chroniques du genre seront à mon avis plus classiques. Et j'en suis arrivé à une analyse aussi compliquée. C'est grâce à la géniale interprétation de Walken si j'en suis arrivé à cette analyse aussi compliquée, qui n'a pas ménagé son talent pour camper l'antagoniste le plus inquiétant qui soit. Voilà. Alors là, on en a appris. Hein. J'espère que c'était pas trop savant. J'espère avoir mis certains trucs à la portée du grand public. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et puis, il y a Paul-François Bellini. Faites-nous savoir si c'est intéressant et si vous souhaitez d'autres chroniques du même genre sur d'autres méchants. Paul-François Benini qui dit « J'adore déjà cette chronique et Zorin, mon idole. Laurent Perriot, rôle initialement proposé à David Bowie. » Oui, tout à fait. Laurent Perriot également qui dit « Sting fut aussi approché pour le rôle avant que Walken ne soit titulaire. » Michler Emmanuel qui nous dit « Oui, Bowie a préféré jouer dans le labyrinthe de Jim Henson. » Merci pour votre participation. Merci Dominique. On peut te réapplaudir parce que vraiment c'était une super chronique. Bravo. Merci. Et nous allons faire une petite page de pub et nous passons à la deuxième partie. À tout de suite.